Bonsoir. Bonsoir. On s'appelle Ilmerfroid, donc c'est un duo. Moi je m'appelle Hugo et c'est Boris. Moi je vis à Paris, Boris il vit à Marseille, mais on travaille donc ensemble dans notre atelier en Aveyron, où on se retrouve la moitié du temps quoi, pour travailler ensemble. Là on va vous faire une petite présentation un peu, on a préparé ça un peu rapidement, mais sur notre cheminement et comment on est arrivé à la pratique de la céramique. Et Puisque c'est le sujet qui nous occupe cette semaine. On a fait les Beaux-Arts de Toulouse ensemble, on est sortis en 2013 et on a commencé Ilmerfroid en 2014. Donc ça c'est nourri d'un peu de nos pratiques respectives à ce moment-là, mais ça a été une pratique qu'on a refondée ensemble un peu depuis le début, donc il a fallu un peu tout désapprendre et apprendre ensemble, trouver du vocabulaire, des matériaux, des techniques qui appartiennent au collectif. Sam, c'est une exposition de 2015, il me semble, ouais, qui était à Lieu commun à Toulouse. Et qui était peut-être la première exposition où on avait un peu d'espace pour se déployer et pour essayer des choses en dehors de l'échelle installation dans un coin. Et donc pour cette exposition, on avait glané pas mal de minéraux où on s'était un peu baladé dans les environs de Toulouse. On travaillait à ce moment-là avec beaucoup de matériaux de récupération et on fabriquait nos pigments. Et des matériaux de construction, béton, plâtre, acier, essentiellement. Ouais, ce qui nous intéressait, c'était ces matériaux parce qu'ils étaient disponibles, parce que le béton, par exemple, on peut faire des choses assez conséquentes assez rapidement. Et on avait besoin aussi de faire des grands formats, puisqu'on était, à l'époque 3, mais maintenant 2. Et donc pour que nos corps puissent s'exprimer sur des formats assez conséquents, quoi. Voilà. La continuité, plutôt en 2021, je crois. C'est une expo avec une résidence de recherche pendant un an qui était menée par le MOCO dans l'Hérault, où on a continué ce travail de modelage à partir de plâtre, de filasse et un peu d'une tambouille qu'on fabriquait avec de la limaille de fer et qui fusait, qui faisait des espèces d'oxydes qui fusaient dans le plâtre. À ce moment-là, donc, on n'avait pas de pratique d'atelier. On avait décidé d'avoir une pratique nomade. On habitait tous dans des villes différentes. Et donc, quand on se retrouvait pour faire une exposition, on essayait de créer un moment de résidence autour des lieux d'exposition. Ce qui nous permettait, ce qui nous intéressait aussi, de contextualiser un peu nos productions. Pas d'arriver avec une pièce qu'on montre à un endroit, mais en tout cas de s'imprégner du territoire qu'on investissait. La nuit. Et du coup, on était beaucoup dans le recyclage aussi. On parcourait les casses automobiles où on récupérait des châssis donc de scooters comme on a pu voir avant. Où là, c'est des optiques de voitures qui étaient vraiment cassées. Donc les casses n'en veulent plus. Elles peuvent plus les vendre, quoi. Et donc c'était vraiment de leur redonner une vie, quoi. Et ça nous permettait à nous d'avoir une forme support qui faisait qu'il n'y avait pas vraiment de décision, un peu de dessin de la forme à prendre. Donc on pouvait à trois venir enduire ces formes, modeler dessus, donc en les augmentant. Et, après, bien sûr, il y a des gestes, il y a des choses qui se rajoutent, mais ça mettait un peu à plat les individualités dans le mouvement collectif. Donc ça, c'est un autre exemple, c'est qu'on était invité pour intervenir dans le jardin Lecoq à Clermont-Ferrand. Et c'est un jardin de ville, quoi, un jardin public. Et quand on visite le jardin, il y a des gens de la mairie qui sont en train de baliser un endroit parce qu'ils vont abattre un séquoia géant.
Et donc, pour nous, c'était parfait, quoi. Donc, on a décidé de travailler donc, des billes de ce séquoia dans le jardin et de les reposer ensuite. Et de faire des sculptures mobiliers aussi qui pouvaient accueillir les gens du jardin. Il y a des formes qui sont plus individuelles, mais sinon, c'est beaucoup des espèces de causeuses où on peut se mettre. Il y a plusieurs assises soit qui se font face ou alors qui s'adossent l'une à l'autre. On avait envie que les gens puissent se réapproprier cet arbre qui était le leur, quoi, qui faisait partie de leur paysage quotidien et qui puissent le toucher, s'asseoir dessus. Voilà. Et donc on avait cette pratique nomade. Quand on avait une opportunité, quand on avait une exposition, une résidence, on se déplaçait, on allait travailler 2, 3 semaines, 1 mois à un endroit et on produisait sur place. Ce qu'on fait toujours, ça continue à nourrir la pratique complètement, mais il y a une donnée qui s'est rajoutée quand on a été en résidence dans le village de La Borne, dans le Cher, à côté de Bourges, où on a découvert la céramique. Ça nous a changé la vie. Et donc c'est un village de potiers fait de la poterie au grès depuis temps immémoriaux. Au moins le XIIIe siècle. Parce qu'il y a les ressources, il y a le bois, il y a l'eau et il y a la terre. Et donc on a rencontré un céramiste avec qui on a travaillé pour cette résidence. La résidence, elle met en lien en fait un ou une artiste avec un ou une céramiste qui vit sur le territoire de La Borne. Et donc nous on a travaillé avec ce céramiste qui s'appelle Hervé Rousseau et on a découvert la pratique de la céramique avec lui. Et donc ça c'est une image de son four. Et on a découvert la pratique de la céramique avec lui et c'est un biais qui est assez particulier parce que donc aujourd'hui on a fabriqué notre terre pour les jours qui viennent et c'est un process qu'on a découvert là-bas et que nous on mène aussi à notre atelier. Après en général c'est cuit au bois, ça c'est le très grand four d'Hervé Rousseau. C'est un four qui fait 10 mètres de long et on le cuit en 5 jours et 4 nuits. Donc on monte, c'est que du grès, donc on monte à 1300 degrés dans toutes les chambres. Il y a 3 chambres. Voilà, donc c'était une résidence qui devait durer 3 mois normalement. On y est retourné pendant 3 ans, un peu par intermittence, en venant aider à toutes les cuissons, un peu à faire le bois. Filer un coup de main tout le temps. Et nous, ça nous est rentré de plus en plus précisément dans cette pratique-là aussi. On a enchaîné, on a fait d'autres projets ensemble après. Et au bout de 3 ans, ça a été un peu la fin de la résidence avec l'expo au centre de céramique de La Borne qui mettait en relation tout ce qu'on avait fait avec Hervé et aussi toutes les choses qu'on faisait en parallèle. Donc tout un travail de peinture à partir de teinture végétale, du modelage en plâtre qu'on avait fait aussi en parallèle, du mobilier, et les éléments en céramique qui eux, venaient vraiment de la résidence à La Borne. Et donc, parallèlement à ça, nous, on a commencé à amasser de plus en plus de machines pour recréer un peu le système qu'on avait découvert de production de terre et de cuisson au bois. Et donc voilà, ça c'est une image de notre atelier en Aveyron. Donc c'est dans une friche agricole. Donc il y a ce hangar avec le toit complètement démonté, dont on remonte des travées petit à petit au fur et à mesure qu'on s'agrandit. Et là on peut voir le bois, le pétrin qui sert à brasser la terre, le malaxeur et le four. Le tas de terre. Et c'est vraiment donc c'est un peu un système qui est hérité des poteries ou des tuileries artisanales, un peu avec un fonctionnement collectif, genre petite cellule familiale qui fait tourner tout ça. Les machines.
C'est des machines qu'on a récupérées au fur et à mesure de nos allers-retours à la borne. C'était les potiers qui eux-mêmes les avaient récupérées dans des manufactures qui fermaient il y a 30-40 ans, qui les avaient stockées parce que il fallait les prendre à ce moment-là pour pas que ça se perde, et qui les avaient stockées au fond de leur jardin. Et nous, on arrivait un peu au bon moment et on nous a mis ça entre les mains en nous disant bah allez, c'est parti. Voilà, bon bah ça vous connaissez maintenant. Et donc ça c'est une image de l'atelier, c'est des pièces crues. Donc on travaille les pièces à 4 mains, on va toujours intervenir tous les deux sur chaque pièce. Et ça c'était pour une exposition qu'on a fait l'année dernière à Aubenas, dans un centre d'art. Et c'est pour parler rapidement des formes, c'est des formes à embrasser. On travaille beaucoup sur la base du pot. On est fasciné par la poterie traditionnelle. Et donc c'est des pots qu'on monte au colombin tous les deux au fur et à mesure, on laisse sécher, puis on avance sur une nouvelle pièce, etc. Donc il y a quelque chose un peu du format du gros saloir, de la grosse poterie avant les réfrigérateurs, et du corps aussi. C'est comme si on modelait un corps creux autour duquel on pouvait tourner tous les deux, parce qu'il y a toujours cette histoire d'échelle où il faut qu'on puisse se déplacer autour et travailler ensemble sur la même pièce. Donc, souvent, ça se fait par étage, parce qu'on monte petit à petit, et un va commencer, l'autre va prendre la suite, et en se donnant un peu des directions et en se trouvant des surprises comme ça. Ouais, des pièces crues et des pièces émaillées. Des pièces une autre typologie qui vient plus vraiment de la poterie, celles qui sont tournées. Et ouais, ça c'est des images d'enfournement et donc les enfournements, mais vous devez le savoir, sont très importants dans les cuissons, en tout cas dans les cuissons bois. Et puisqu'il y a la flamme qui traverse le four et donc va marquer les pièces d'une certaine manière. Aussi pour dire qu'on travaille beaucoup des émaux de cendres végétales. Et voilà, donc c'est des cendres qu'on glane, qu'on récupère dans les fours des amis, de la famille. Et voilà, qui vont colorer nos pièces. Où là on peut voir du gaillet graton qui est posé directement sur une pièce brute aussi, ou du son de blé qu'on remplit tout le bas de la chambre entre les pièces de son de blé. Ça accentue un effet de réduction, on va dire, parce que c'est pas un four à flamme directe. Enfin la flamme passe dedans, mais il n'y a pas d'embraisement directement dans la chambre, et on rajoute un peu de couleur avec ces techniques. Donc là, c'est notre four, c'est un four Phénix. Oui, c'est comme le petit Phénix du parc en fait, mais en plus grand. C'est des cuissons qui sont assez rapides, c'est des cuissons qui durent une quinzaine d'heures. Donc là, c'est des images où on voit les pièces qui étaient crues en cours de modelage ou d'émaillage dans l'atelier tout à l'heure. Et donc c'est l'expo au Centre d'art du Château à Aubenas, fin 2024. Souvent, on travaille comme ça. On a un peu plusieurs casquettes, donc que ce soit les teintures, de la taille ou de la sculpture de bois, de la céramique, et après on construit des environnements avec tout ça. Il y avait quand même beaucoup de céramique. Vu qu'on a le temps, je peux parler des teintures végétales. Donc on a cette pratique de la cueillette sauvage. Donc quand on est invité en résidence, on arrive avec des draps mordancés et on a une petite gamate où on fait un petit brasero avec une casserole et on cuit nos tissus avec des plantes. Et donc on va comme ça essayer plein de plantes. On essaye des choses jusqu'à trouver. On trouve souvent des choses qui marchent. Ouais, dans le paysage. Ouais.
Et là, on avait été en résidence juste avant l'expo à Aubenas. Donc à Aubenas, c'est en Ardèche. Là, c'était vraiment dans la montagne à Saint-Mélanie, ça s'appelle le Sentier des Lauses. C'est vraiment un atelier refuge où il y a des résidents. Et c'est vraiment perdu dans la montagne. Et du coup, on avait fait tout un travail de collecte et de cuisson. Et donc ensuite, on a ces draps teints qu'on va juxtaposer, poser les uns à côté des autres, composer. Hein. En fait, on compose. Pour nous, c'est vraiment un moment de peinture, quoi, quand on pose ces laits colorés les uns à côté des autres, tout en discutant des compositions. Et souvent, dernièrement, c'était un peu contre des murs qu'on les posait. Et là, c'était la première fois qu'on les déployait dans l'espace. Et donc, c'est des grandes, comme des échelles paysannes anciennes, c'est des grands mâts avec des barreaux. Et voilà. Après, on peut passer à des questions. Hein, ouais. Est-ce que vous avez des questions? Déjà, je vais profiter d'en poser une. C'est-à-dire, tout à l'heure, tu m'as dit que maintenant, vous êtes plus sédentaire. Alors qu'avant, il y avait vraiment une pratique autour du lieu d'exposition. Qu'est-ce que ça change, du coup, dans votre façon de travailler ou d'imaginer la suite? Ça change. Ça fait un peu un lieu central qui s'est rajouté. On travaille quand même toujours dans plein d'endroits. Et là, on a ce lieu qui est un peu central dans la pratique parce qu'on est en train de le construire et qu'il y a toute cette installation technique, mais c'est aussi c'est comme je sais pas, c'est comme c'est un atelier, quoi. C'est comme une pièce en soi aussi. Enfin, pour moi en tout cas. Ouais, mais pour moi, c'est au même titre que quand on avait cette pratique plus nomade. On était un peu... les paysages nous traversaient aussi, ou les environnements nous influaient beaucoup sur notre pratique. Mais là, c'est pareil, l'atelier, il continue en lui-même d'être très influent. Ouais. T'es plus investi dans cet endroit-là, peut-être, ouais. Mais à la fois, tu vois, la borne, c'est un endroit où on est pas mal investi aussi, parce qu'on y revient depuis, ça fait 4-5 ans maintenant, qu'on a l'habitude d'aller là-bas tout le temps, de travailler là-bas, de juste passer quand on y passe. Donc on a un peu une galaxie d'ateliers comme ça, à plein d'endroits. Où, ouais. Finalement, on n'habite pas non plus là-bas. Non. Donc on est toujours de passage. Ouais, c'est ça. On n'habite pas non plus en Aveyron dans cet atelier. C'est pas non plus chez nous. C'est aussi un lieu à deux qui est loin des vies individuelles. Donc vous avez créé votre propre résidence. Ouais, c'est ça. C'est ce que je voulais dire. Quelqu'un a une question ? Moi, j'avais juste une question par rapport à la provenance des terres que vous utilisez, vu qu'a priori, vous avez... il y a toujours une histoire de contextualiser. Voilà, je me demandais juste si vous utilisiez tout le temps la même terre, quelle en est sa provenance, et si vous tendiez justement de plus en plus à prendre la terre là où vous exposez, par exemple. En fait, on n'utilise que du grès de Saint-Amand. Et parce qu'il réagit très bien au feu, parce que aussi on travaille une terre brute de carrière. Solargile nous a offert 15 tonnes de terre, donc maintenant il faut finir de la terre. Puis on a appris avec le grès aussi, et je crois qu'il y a un truc il y a un truc un peu amoureux de cette matière-là aussi. Mais par contre, on fait, par exemple, on fait des engobes de terre qu'on va trouver en forêt. Ouais. En fait, peut-être que les matériaux, plutôt qu'il y a des découvertes dans la nature, ils sont peut-être liés chez nous, pour la céramique, à une culture ou à des histoires qu'on va nous raconter, des endroits où on va nous amener en nous disant là il y a tel engobe utilisé traditionnellement en poterie. Ça passe plutôt par des biais comme ça, j'ai l'impression. Comme la terre de puiser, quoi. C'est plus, ouais.
Quelqu'un d'autre a une question ou pas? Du coup, j'ai l'impression que la céramique, c'est pas un matériau qui se prête au nomadisme, mais est-ce que vous imaginez des sortes de cuissons nomades? Est-ce que ça vous est déjà venu à l'esprit de tenter des cuissons qui soient pas dans un four fixe, mais peut-être des cuissons un peu plus sauvages, des choses comme ça? On n'a jamais fait, mais je pense qu'on aimerait bien essayer, ouais. Ouais, après on cuit. Notre four, il est super. Alors. et puis une fois de temps en temps, on va cuire aussi à la borne. Et c'est vraiment, Enfin, moi j'aime bien les cuissons, mais je trouve que c'est des moments qui sont tellement intenses aussi que d'en faire. J'ai pas envie d'en faire trop non plus. Et il y a aussi je pense cette conscience d'utiliser des matières naturelles, quoi. Donc on va quand même mettre pas mal de bois dans des fours à bois. Et donc de se poser cette question aussi, l'équilibre à trouver, l'équilibre écologique, quoi, à trouver dans la cuisson au bois, quoi. Mais ouais, ce serait super d'essayer des cuissons plus nomades. Ouais. Ouais, puis ouais, je crois qu'il y a aussi que ça prend un peu de temps. Ça nous a pris un peu de temps, en tout cas, pour maîtriser ce truc-là dans le four en briques. Et peut-être que à un moment même. Mais je pense que faut que quelqu'un aussi le provoque. Je sais pas si de nous-mêmes on se déplacera et on sortira de l'atelier pour aller construire un four temporaire. En tout cas, moi, pour travailler je me dis, si on faisait ça, ce serait aussi pour faire de la basse température et notamment de l'utilitaire qui va au feu, qui cuit, quoi, des marmites ou des plats. Ah oui, ouais. Voilà. Peut-être j'ai une dernière question alors. Là, pour le workshop cette semaine, vous proposez que les pièces aillent par la suite dans le parc et de vous inspirer finalement de formes de ruches ou qui sont faites normalement par le monde des insectes. Là, on a vu des pièces en bois qui étaient dans l'espace public, qui étaient à l'extérieur, un arbre qui venait du parc. Juste par rapport du coup à votre propre travail, parce que là c'est un contexte un peu spécifique, le workshop. Mais voilà, par rapport à l'espace extérieur finalement, là on a vu beaucoup de pièces intérieures. Est-ce que vous avez quelque chose à en dire, comme vous parlez beaucoup du paysage, que tout vient aussi de l'extérieur? Est-ce que quel est cet espace-là du coup pour vous? Ouais, on était invité en résidence il y a 2 ans dans un bureau d'alpage dans le Cantal à 1000 mètres d'altitude. Et c'était vraiment hyper beau. Enfin, c'était incroyable. Il y avait des hêtraies avec des arbres qui ont 500 ans, qui sont déjà des sculptures en soi avec des gros morceaux de granit. Enfin, c'était vraiment très très beau. Et à ce moment-là, on s'est vraiment posé la question de quel intérêt à poser une sculpture là-dedans, quoi. Et du coup, c'était super parce qu'on s'est beaucoup baladé, on a beaucoup dessiné. Et en fait, en fait, on s'est posé la question aussi de l'utilité d'une sculpture dans des milieux naturels, quoi, ou dans des milieux urbains en extérieur. Mais en fait, la sculpture, pour nous, on se disait qu'elle pouvait aussi favoriser d'autres espèces qui ont peut-être qui sont aujourd'hui en manque d'espace de vie. Je pense pas aux insectes, aux oiseaux, aux chauves-souris. Et donc là, on a beaucoup réfléchi à ça. Et là, on est en train de finaliser à 1% dans un collège où c'est donc des sculptures qui sont inspirées de formes de construction animale, etc., mais qui sont entre autres, quoi. Et qui sont des sculptures de biodiversité qui seront là pour accueillir si des êtres vivants ont envie d'aller dedans, quoi. Mais on a travaillé avec la LPO, etc., pour concevoir ces sculptures. Donc voilà, c'est un rapport à l'espace extérieur, quoi. Mais
Voilà. Je sais pas si j'ai répondu. Il y a une question derrière, Jessica. Bonsoir. Pourquoi ce nom Ilmer Froid? On l'a jamais demandé. Parce qu'en fait, au départ, on n'avait pas envie de mettre nos noms de famille. C'était un peu... souvent, les duos d'artistes, il y a 2 noms comme ça. Ou de jazz. Les noms de quoi? Ou de jazz. Ou de jazz. Et du coup, on avait envie d'avoir quelque chose d'un peu plus poétique. Mais c'est des contractions de nos noms de famille. Et voilà. Ouais. Réorthographié. Ouais, ça fait un nom, collectif. Ça fait une seule entité. Et puis il y a ce truc un peu de paysage. Merci. Merci beaucoup.